Renaud Girard, bonjour. Bonjour. Alors, je dis déjà, je salue les auditeurs d'Omerta, et puis je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouveau grand entretien d'Omerta. J'en ai pas fait depuis longtemps. Alors, merci à vous d'être présents, merci à vous de nous être fidèles, d'être abonnés à Omerta. Aujourd'hui, je reçois Renaud Girard. J'ai l'honneur de le recevoir. Je suis très heureux. Vous êtes, Renaud, éditorialiste pour le journal Le Figaro, géopoliticien, surtout grand reporter. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez vous. Auteur de livres sur le Moyen-Orient, le Pakistan, l'Afghanistan. Merci, Renaud, d'être parmi nous. Renaud, vous êtes aussi un Africain. Je m'entends, vous connaissez ce continent par cœur. Vous y avez fait peut-être pas vos plus beaux reportages, mais vous en avez fait. J'ai fait des reportages intéressants, comme j'étais le premier arrivé à Kigali au début du génocide, en fait. Oui. Donc vous avez vraiment une attache particulière. Bien sûr. La place de la France sur ce continent, on le constate presque de jour en jour, se réduit comme peau de chagrin. Vous avez accompagné le président de la République lors de sa tournée africaine. Avez-vous eu le sentiment d'assister à un enterrement ? Non, parce que en fait, il y a toujours une demande de France en Afrique. Il y a peut-être parfois une frustration. Alors, il y a une frustration parce que on pensait, ou certains Africains pouvaient penser que peut-être la France était une sorte de Deus ex machina qui pouvait régler tous les problèmes africains, notamment les problèmes de sécurité du Sahel. Mais ce qui s'est passé au Sahel, c'est que très imprudemment, durant la présidence Sarkozy, on s'est attaqué, on a fait sauter le régime de Kadhafi en Libye. Alors, il avait beaucoup de défauts, ce régime, mais il avait au moins un mérite, c'est qu'il tenait toutes les tribus libyennes ensemble, d'abord, et qu'ensuite, Kadhafi répartissait la manne pétrolière auprès de tous les pays africains du Sahel. Et nous avons cassé ça, c'est-à-dire que nous avons oublié, nous, occidentaux, nous n'aimons pas, et c'est bien normal, la dictature politique, mais nous avons oublié qu'il y a pire que la dictature politique, il y a l'anarchie, ce que nous avons provoqué en Libye, et il y a pire que l'anarchie, il y a la guerre civile, ce qui est évidemment le cas de la Libye aujourd'hui. Donc on a détruit ce régime. Toutes les armes que détenait Kadhafi se sont répandues dans la nature. On a d'ailleurs, Sarkozy a ordonné qu'on parachute des armes dans le Djebel Nefoussa lors de l'été 2011 pour venir en aide aux rebelles contre Kadhafi. Ces armes, je les ai retrouvées quand j'ai fait un reportage tout au nord du Mali, dans les mondes La passe Salvador, après le Tessalite, Ouais. Ça s'appelle la phare des Ifoga. Oui. Eh bien, ces armes, parachutées par les Français, dont on avait gardé les numéros, on les a retrouvées aux mains des djihadistes qui tuaient les soldats français. Donc, vous faites le lien direct entre la guerre, l'effondrement de la Libye et la guerre au Sahel. Je fais un lien totalement direct que, en fait, la guerre en Libye, c'est-à-dire la destruction du régime libyen par les Occidentaux, a provoqué l'exportation des armes dans tout le Sahel, l'éruption des groupes djihadistes, etc., et la déstabilisation de l'ensemble de nos alliés du Sahel, Niger, Mali, etc. Et d'ailleurs, nous avions été prévenus. Il y avait eu une interview du président du Niger dans le Figaro pour dire attention, ne faites pas ça. Le ministre des Affaires étrangères italien aussi, Frattini, avait dit ça. Et on n'a pas réussi. On a ouvert une boîte de Pandore. On n'a pas réussi à refermer la boîte aujourd'hui. Et on a fait en fait une guerre qui commence dès 2013. Pour en fait essayer de gérer les conséquences de la première guerre qu'on a faite en 2011, mais sans y arriver, puisqu'on a dû, nous nous sommes retirés du Sahel après avoir échoué dans cette stabilisation, et c'est un peu normal, parce que les territoires sont immenses, l'armée française n'est pas immense,
elle n'a plus le savoir-faire colonial, et puis nous sommes un peu en contradiction, puisque nous avons décidé librement de quitter ces territoires en 1960, c'est pas pour y ouvrir des bases 60 ans après l'indépendance. Et c'est d'ailleurs Dominique de Villepin, qui connaît bien l'Afrique, qui avait donné le conseil de surtout pas rester au Mali. On pouvait très bien, comme l'a fait Hollande, début 2013, sauver Bamako, parce qu'on a détruit une... Et ensuite, il fallait partir tout de suite et dire aux gens, maintenant, vous allez vous réconcilier d'abord avec les Touaregs, faire un front commun contre les quelques djihadistes qu'il peut y avoir, mais c'est à vous de gérer vos affaires. C'est pas la France qui va réadministrer l'Afrique. Et lorsque vous avez des militaires partout, les populations attendent que ces militaires apportent la paix, si vous voulez. Sinon, les gens se demandent pourquoi ils sont là. Or, ils n'ont pas les moyens. C'est exactement ce qui s'est passé au Burkina Faso. Exactement. Et la France n'a pas vocation à s'ingérer dans les affaires africaines. Et la France n'a pas vocation à s'ingérer dans les affaires de l'islam, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui veulent un islam plus ou moins intégriste. C'est pas à la France, vieux pays chrétien, à régler les problèmes de l'islam. C'est aux musulmans eux-mêmes de les régler. Et en revanche, il ne faut pas que ce djihadisme, cet islamisme pénètre chez nous, en France. Bien sûr. C'est différent. C'est aussi une des raisons de notre présence. La lutte. Voilà, et c'est l'erreur aussi qu'a fait Tony Blair, alors qu'il avait des problèmes au Londonistan, il est allé faire la guerre en Irak. Voilà, les Irakiens doivent se gérer eux-mêmes. En revanche, il faut faire en sorte que l'ordre en France républicain ou l'ordre royal en Grande-Bretagne soit respecté à Londres ou à Paris. Et alors, donc la France s'est retrouvée finalement un peu malgré elle, puisque son armée, quand même, faut reconnaître, a très bien surperformé. On a à peu près liquidé tous les chefs djihadistes de la région, en sachant très bien que quand on en liquide un, il y en a toujours un derrière. Voilà. Mais on a fait le travail, mais on a été un peu injustement sanctionné, d'une certaine façon. Dès le départ, quand j'arrive là-bas, donc dès le début de l'intervention française, c'est-à-dire en 2013, je suis tombé sur un ancien... L'opération Serval. Voilà. Je suis tombé sur un colonel, un ancien chef de corps du 1er RPIMA, qui est une sorte de grand... Et qui me dit, on a un petit problème, là, me dit-il tout de suite, parce qu'on n'a pas, en fait, les mêmes ennemis que nos alliés maliens. Alors, nous sommes les alliés des Maliens, mais on n'a pas les mêmes ennemis. Ah bon? Je dis, ah oui. Bah oui, parce que nos ennemis, ce sont les islamistes. Je suis d'accord, bien sûr. Mais il me dit, mais c'est pas du tout les ennemis du gouvernement malien. L'islamisme, pour le gouvernement malien, c'est très bien. Mais leurs ennemis, ce sont les Touaregs. Mais nous, ce ne sont pas nos ennemis, les Touaregs. Nous, on a toujours aimé les Touaregs en France. Il y a eu Pierre Benoît, etc. La légende des Touaregs, ils étaient nos alliés dans les troupes africaines. Ils ont d'ailleurs demandé, ces pauvres Touaregs, au début de l'année 1958, ils ont même écrit au président de la République, c'était pas encore De Gaulle, de rester français. Donc, mais nos ennemis, c'est pas les Touaregs. Donc, nous sommes venus dans un pays où on n'avait pas les mêmes ennemis que nos alliés. Et donc, ça a été un problème qui était ingérable, mais les choses sont simples. Nous sommes partis librement d'Afrique en 1960. Nous n'avons pas à gérer l'Afrique à la place des Africains. Et d'ailleurs, la baisse d'influence de l'Afrique dont vous parliez dans votre question, elle vient lorsque nous sommes occupés de pays qui étaient dans le précaré, qui n'étaient pas le précaré français, qui était le précaré belge, qui était le Rwanda et le Rwanda et le Burundi. Nous sommes mêlés un peu de ces affaires. Nous avons appuyé le régime d'Abiyarimana, qui était attaqué par les Tutsis qui venaient d'Ouganda. Ensuite, nous avons essayé de faire la paix à Arusha, mais ensuite, ça s'est fini, malgré toutes nos bonnes intentions, sur un génocide et sur la victoire de l'homme que nous, à une époque, nous avions combattu, c'est-à-dire Paul Kagame en 1992-93. Donc, tout ça fait avec l'argent du contribuable. On peut pas parler d'une grande victoire de
de la France en Afrique. Alors, la France avait un très grand prestige sécuritaire en Afrique après l'expédition réussie de Colvézi, mais évidemment, après l'affaire du Rwanda et aussi l'erreur énorme que j'ai qualifiée de pire erreur de politique étrangère de toute la Ve République, c'est-à-dire cette intervention en Libye, nous avons perdu beaucoup de notre influence en Afrique. Mais lorsque nous sommes passés avec le président de la République en République démocratique du Congo, dans les discours des hommes politiques, comme des artistes d'ailleurs, qui s'adressaient à Emmanuel Macron, en fait, les Africains espéraient que les Français reviendraient, un peu comme à Colvézi en 1979, je crois, pour aider à chasser le M27, c'est-à-dire aider à chercher les supplétifs de Kagame, des Rwandais, qui pillent l'Est du Congo. De la République démocratique du Congo. Eh bien non. Bien, heureusement que Emmanuel Macron ne s'est pas laissé attirer par une telle tâche, parce que voilà, c'est non plus... on n'a plus ni les moyens, ni les moyens moraux, financiers, politiques, militaires... Ni la volonté, d'ailleurs, de faire du colonialisme. Le colonialisme, c'est quelque chose d'assez dur, ça veut dire la guerre, ça coûte très cher. Contrairement à ce qu'on raconte, la colonisation française a beaucoup plus coûté à la France qu'elle lui a rapporté. Envoyer des médecins, des instituteurs, construire des routes et des hôpitaux et des écoles au Mali, terre qui vous rapporte rien, ça a beaucoup plus coûté à la France que ça lui a rapporté. Et c'est d'ailleurs, dès qu'on a décolonisé, la France a fait un bond de croissance. Peut-être que la colonisation anglaise, qui était une colonisation économique, a mieux marché, mais la colonisation française n'a jamais rapporté un sou à la France. Je vais prendre l'exemple de l'Afrique, enfin de cette discussion qu'on a eue et du recul de l'influence française que vous avez pu constater là-bas. Votre dernier éditorial s'intitule « Le reste » contre l'Ouest. Vous regrettez notamment que les grands médias en Occident refusent de voir un phénomène global. Je reviens d'Afghanistan et je vais vous raconter une anecdote. Enfin, j'ai rencontré là-bas une femme médecin qui est la dernière femme médecin à exercer dans la province du Wardak, donc à l'ouest de Kaboul. Cette femme médecin plutôt hostile aux talibans, même si elle est obligée de composer avec eux, elle me disait les talibans vont évoluer, je souhaite qu'ils évoluent, notamment dans leur perception de la femme, mais elle me dit ils évolueront dans les liens qu'ils pourront avoir avec d'autres pays musulmans. Ils auront des liens avec les pays musulmans, et c'est comme ça qu'ils évolueront, parce que vous, les Européens et les Américains, c'est fini, on ne veut plus vous voir. Vous avez laissé trop de mauvais souvenirs. Et je me suis posé la question, je me suis dit, je suis face à quelqu'un qui n'est pas taliban, qui est quelqu'un plutôt qui lutte contre ce modèle de société. J'avais eu le même sentiment en Iran, en octobre, en y passant une semaine. Ça vous inquiète, cette façon dont nous sommes perçus? Et est-ce que vous pensez, à un moment, qu'on pourra inverser cette tendance où on va devenir des parias dans le reste du monde qui, quelque part, est en train de s'organiser sans nous? Sur l'Afghanistan, il faut reconnaître qu'il y a eu 2 guerres d'Afghanistan. Il y en a eu une première où, en fait, les Américains vont très vite, puisqu'ils commencent la guerre le 8 octobre 2001 et ensuite Kaboul tombe le 13 novembre. Et là, ils vont nettoyer, en fait, tous les combattants arabes internationalistes qui sont présents en Afghanistan, parce que le mouvement des talibans, c'est un mouvement islamiste, mais qui n'est pas internationaliste, qui est nationaliste, qui se moque d'exporter la révolution islamique sur les autres continents. C'est le djihad, mais en Afghanistan. Mais en Afghanistan, voilà, ce sont des nationalistes. Et une fois qu'ils ont nettoyé toutes ces poches et ces cellules d'Arabes internationalistes protégés en Afghanistan, réfugiés en Afghanistan, ils auraient dû partir. Mais
puisque Kaboul était tombé très rapidement, ils ont eu une hubris, si vous voulez. Ils se sont réunis d'ailleurs à la conférence de Bonn de décembre 2001, et ils ont promis, avec tous les autres pays qui ont suivi les États-Unis, c'est là qu'ils ont nommé Karzai, le chef de l'Afghanistan, ils ont promis de reconstruire l'Afghanistan, de le démocratiser, je dis bien de le démocratiser, et de le développer économiquement. C'est incroyable. Ils ont voulu... Et alors, la démocratie, mais avec un système assez compliqué, une constitution avec une élection à 2 tours, voilà, et qui n'a jamais d'ailleurs pu se tenir complètement. Non, bien sûr. Alors que sans doute, une fois qu'ils eurent dégagé les cellules arabes et islamistes, ils auraient dû dire aux Pakistanais d'ailleurs et au régime qui avait pris Kaboul, c'est-à-dire de l'Alliance du Nord, bon, écoutez, maintenant vous vous débrouillez, mais nous ne voulons plus de terroristes hébergés chez vous. Mais après, vous gérez vous faites votre comme vous pays voulez, comme vous voulez. Et voilà. Et à la conférence de Bonn, on a cru, si vous voulez, et on a... les Américains, et j'ai sillonné le pays comme vous d'ailleurs, on a vu partout ce qu'on appelait les Provincial Reconstruction Team. Voilà, c'était une sorte de fort. On a voulu, en quelque sorte, coloniser le pays. Les Américains appellent nation building. Nation building, c'était le rêve de Jules Ferry. Voilà, la mission civilisatrice de la colonisation. C'est ce que disait le gouvernement de gauche de Jules Ferry lorsqu'il a lancé la colonisation française en Afrique, la mission civilisatrice de la colonisation. Bon, c'est quelque chose qui est quand même un phénomène qui est terminé. Donc là, il y a une hubris incroyable des États-Unis. Et on a abandonné... alors, il y a quand même toute une partie de la population afghane éduquée qui a accompagné les États-Unis, qui a cru dans les États-Unis, qui sont allés dans les universités, les écoles, etc. Les États-Unis, d'ailleurs, ont dépensé énormément d'argent, ont apporté d'ailleurs des choses très valables, comme par exemple le téléphone portable, etc. Mais après, les Américains, sans prévenir même le gouvernement afghan en place, a commencé à négocier avec les talibans et à laisser tomber le gouvernement qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Voilà. Ils ont laissé tomber le gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont viré militairement les talibans après leur attaque du 8 octobre 2001 contre le gouvernement afghan, donc Talima, et puis ils les ont remis en place. C'est quelque chose et en laissant tomber tous les gens qui leur avaient fait confiance. C'est pas comme ça qu'on peut faire de la bonne politique. Alors, on va y revenir. Donc, oui, il y a ces mauvais souvenirs, cette façon un petit peu similaire à ce qu'on a comparé les deux, mais le départ du Vietnam, c'était le jouet est cassé, on s'en va, quoi. Et les Américains ont une habitude de ça. Et je vais vous faire réagir sur l'Ukraine. Je vois les derniers propos du président Zelensky qui dit si Bakhmout tombe, ça va être un signe de victoire pour les Russes et ça peut être catastrophique pour l'Ukraine. Il appelle le même jour le président Xi Jinping à venir à Kiev. On sent une espèce de fébrilité. On sent. Est-ce que le président Zelensky se dit aussi peut-être que les Américains, si ça va pas assez vite, vont me laisser tomber ? On ne sait jamais, puisque effectivement, aux États-Unis, il peut y avoir une arrivée des Trumpistes, et Trump a dit qu'il allait faire la paix en 24 heures. Moi, je crois que l'aide à l'Ukraine qui a été agressée, c'est un pays souverain, un pays libre de la propre décision de la Russie elle-même. C'est une décision libre, et tout ça a été adopté par des référendums, etc. Alors, ça n'a pas plu plus tard à Poutine, mais enfin, ça a été fait librement en 1991 par Boris Yeltsin, qui était élu, le premier président élu démocratiquement de la Russie. Et bien, ce président élu démocratiquement a décidé de l'indépendance de l'Ukraine. Et lorsque Kravchuk, que j'ai connu, l'Ukrainien lui a demandé « Qu'est-ce qu'on fait de la Crimée ?» Il lui a répondu « Tu peux la garder ». C'était dans une réunion qui s'est passée le 8 décembre 1991 dans un chalet en Biélorussie. Il y avait quand même des preneurs de notes, donc on sait exactement ce qui s'est dit lors de cette discussion. Donc,
Il y a effectivement cette guerre en Ukraine. Je pense que il y a un moment où il faut arrêter, et je comprends très bien le président Zelensky, il faut arrêter de faire tuer des jeunes Ukrainiens quand même, parce que c'est quand même eux qui se battent. Alors le matériel leur vient d'Europe et des États-Unis, mais c'est quand même eux qui se battent. Et vous avez vu, et moi-même je suis allé en Ukraine, vous avez vu le courage avec lequel ces soldats ukrainiens se battent. Alors, Zelensky a dit à plusieurs reprises qu'il voulait s'entretenir avec le président chinois. Et c'est vrai que le président chinois et les Américains, de manière un peu extrémiste et imprudente et contre-productive, vont dire « Ah non, les Chinois ne peuvent pas être des intermédiaires parce qu'ils ont pris parti, etc. » D'abord, premièrement, les Chinois peuvent être des intermédiaires. Ils ont montré qu'ils ont réussi à réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est quand même quelque chose d'important. Et deuxièmement, pour garder la face, ce que Poutine ne peut pas céder à Zelensky, il peut peut-être le céder à son ami chinois, puisque donc pour vous, il faut... puisque Xi Jinping est allé lui rendre visite. Les Américains auraient intérêt à considérer ce plan de paix chinois. Je pense, en tout cas, ils ont eu tort, les Américains, de balayer d'un revers de la main cette proposition faite librement par Zelensky lors de sa conférence de presse. C'était pour l'anniversaire de l'agression russe en Ukraine, où il a dit « J'aimerais bien parler avec Xi Jinping. » Oui, bien sûr qu'il faut que... Parce que là, il l'a redit à la Société de Presse. Ouais, il l'a redit, et donc c'est très important. Et pourquoi pas il faut voir quand même qu'effectivement, les Chinois n'ont pas condamné l'agression militaire russe du 24 février 2022, mais ils ont quand même, dans leur plan de situation, ils ont rappelé quand même les principes de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, et ils ont d'ailleurs jamais reconnu le fait que la Crimée soit russe. Les Chinois ne reconnaissent pas que la Crimée est russe. Ils n'ont pas, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, livré des armes aux Alors, Russes. Ils ne livrent pas d'armes aux Russes. Est-ce que les Russes en ont vraiment besoin? C'est pas évident. Ils doivent certainement leur vendre des microprocesseurs, ça c'est sûr. Il doit certainement y avoir un commerce de microprocesseurs entre Taïwan et Pékin, parce que Taïwan est le grand producteur, et voilà, ils en revendent. Il y a quand même un soutien, si vous voulez. C'est là qu'on se dit que la guerre ne peut pas se terminer par déjà de penser que l'Ukraine peut battre la Russie. C'est quand même, la Russie a montré dans l'histoire que c'était pas un pays facile à battre. Alors sans doute que quand même ces soldats sont moins motivés qu'autrefois, mais il y a quand même, c'est pas un pays facile à battre. Mais là, que l'Ukraine batte la Russie aidée par la Chine, en tout cas aidée économiquement, là c'est juste impossible. Et donc c'est pour cela qu'il faut essayer de trouver une solution. Et Zelensky a raison d'aller voir le Chinois. Et même, d'ailleurs, Blinken a dit récemment, parce qu'on lui posait une question sur la Crimée, il a dit « c'est pas à nous de négocier à la place des Ukrainiens », il a eu tout à fait raison, mais il a dit peut-être que, voilà, les autres, la Crimée, peut-être que ça... Blinken a envisagé la possibilité de frontières de l'Ukraine, de frontières internationales différentes de celles de 1991. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Sur l'Ukraine, je vais m'adresser au grand reporter que vous êtes. Quand vous voyez ces scènes où des hommes se battent dans des tranchées par -10, dans des décors qui rappellent Verdun ou Stalingrad, vous avez couvert beaucoup de conflits. Est-ce que vous aviez imaginé un jour que dans votre vie, que vous revivrez quelque chose comme ça? Je parle aussi aux fils de résistants, qui est très marqué par la Seconde Guerre mondiale, de voir ces scènes où tout à coup le front de l'Est rejaillit sous nos yeux. Moi, je pensais, même au départ, je pensais, si vous voulez, j'avais couvert beaucoup la guerre de Yougoslavie, et je pensais effectivement que la Yougoslavie éclatait dans le sang,
mais que l'Union soviétique avait échappé à ce malheur, si vous voulez. Et lorsque je suis allé couvrir les événements d'Ukraine, et donc c'était le renversement d'abord du président Yanukovych par Maïdan, et ensuite il y a eu la proclamation, enfin un coup d'État qui a été fait en Crimée par les pro-russes de Crimée. Et là, je suis allé en Crimée, l'avion a été annulé à la dernière minute, et avec un camarade qui était à Paris Match, c'est-à-dire comme vous, qui s'appelle Michel Perrat, nous nous sommes retrouvés dans enfin, c'est pas toute la nuit en taxi pour descendre de Kiev vers la Crimée. Et on a prétendu qu'on était avec une famille qui allait se marier, qu'on était les témoins, voilà, pour passer. Et là, à 6h du matin, on est arrivé, et on était extraits de force par les Cosaques de la voiture. On était à peine réveillés. Là, on a mis un revolver sur la tempe dans le petit matin, vous voyez, d'hiver, hein, parce que c'était l'hiver, c'était en février. Et je me suis tourné vers Michel et je lui ai dit, puisqu'on avait couvert la Bosnie ensemble, tu vois, Michel, ça recommence. et je pensais pas que ça prendrait une tournure, cette tournure, ces proportions. Il y a quelque chose de terrible. Enfin, on n'a pas su entendre Vladimir Poutine. On n'a pas su traiter cette question. Il y a eu un effort européen très important qui aurait pu réussir, qui a été lorsque Hollande et Merkel envoient le 19 février 2014 leur ministre des Affaires étrangères à Kiev pour arrêter le bain de sang, parce que les manifestations de Maïdan avaient commencé, les gens commençaient à se tirer dessus. C'était plus seulement des pavés et des gaz lacrymogènes, ils se tiraient dessus au fusil, quoi. Et donc, ils y vont. Ils vont négocier tout le jeudi 20 février. Ils vont obtenir du président russe que les CRS, qui s'appelaient les Birkout, arrêtent de tirer. Voilà, donc Kiev devient calme. C'est déjà un très grand succès. Et ensuite, le vendredi 21 février au matin, ils ont un accord politique ukrainien où le président pro-russe accepte une élection anticipée où il ne va pas se représenter, donc prévue pour le décembre 2014, où on revient à un gouvernement d'union nationale, où il y a une amnistie, etc. Et c'est un accord intrapolitique. Avec les séparatistes du Donbass également Non, le Donbass n'est même pas, Donbass n'est même pas en question. Là, même la Crimée n'est pas en question. Là, c'est un accord politique intra-ukrainien. Ils se disputaient. Il y avait des manifestations, etc. Ils se disputaient. Ils en venaient maintenant à des tirs à Kiev. Ils se disputaient. Pourquoi ? Parce que le président pro-russe Yanukovych avait renoncé à un accord d'association commerciale avec l'Europe pour préférer une solution avec la Russie. Voilà. Les manifestants étaient contre cette décision libre du président. Très bien. Et là, il y a un accord. Il y a un accord du gouvernement d'union nationale. La Crimée et le Donbass sont calmes. Ils ne sont pas du tout concernés là, à ce moment-là. Tout se passe à Kiev. Et le 21 l'après-midi, moi je regardais la BBC à mon bureau au Figaro, et je vois d'ailleurs le pro-russe serrer la main des 3 leaders de l'opposition ukrainienne, le nationaliste, Ternibok, le boxeur, là, Klitschko, qui est aujourd'hui le maire de Kiev, et Yatsenyuk, que je connais bien, que j'ai interviewé plus tard, qui est devenu d'ailleurs chef du gouvernement ensuite. Et c'est donc un succès phénoménal. Et, normalement, Steinmeier, Fabius et Sikorski, puisqu'on avait pris le polonais au passage, auraient dû avoir le prix Nobel de la paix, si vous voulez. Et l'erreur incroyable qu'a fait la diplomatie européenne, c'est qu'ils avaient le bébé du miracle, ils avaient un accord, et au lieu de rester à Kiev pour être bien sûr que cet accord
elle est appliquée. Cet accord qui porte la signature de la France, de la Pologne et de l'Allemagne. C'était un vendredi soir, ils sont revenus chez eux. Et dans la nuit de vendredi à samedi, Klitschko, assez honnête et de bonne composition, est venu défendre ce qu'il avait signé devant Maïdan. Et il y a un petit député nationaliste extrêmement virulent et très méchant qui lui a arraché, qui s'appelle Parasiuk, qui lui a arraché cet accord qu'il voulait lire et présenter et défendre d'ailleurs dans la foule, et l'a jeté en petits morceaux, et toute la foule l'a applaudi parce que ce Parasiuk demandait effectivement une démission immédiate du président Yanukovych, qui avait quand même été élu démocratiquement devant des observateurs de l'OSCE. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la nuit, entre le vendredi et le samedi, ce président Yanukovych va partir. Alors on dit, ses opposants, on dit qu'il a fui, mais dans la constitution ukrainienne, rien n'interdit le président de partir où il veut, quand il veut, comme il veut. Et donc il a été destitué par la Rada, mais quand les Russes disent que c'est un coup d'État, ils ont techniquement raison. Alors c'est une révolution, alors comme effectivement, lorsque les Français ont renvoyé, enfin les Parisiens plutôt, je ne suis pas sûr que ça aurait été adopté par les Français, les Parisiens ont renversé Louis XVI le 10 août 1792, ben oui, c'est un coup d'État pareil. Voilà. Mais voilà. Et donc, mais si nous étions restés là-bas, si nous avions en fait consolidé et veillé à l'application de cet accord politique intra-ukrainien et passé par Moscou que nous avions après. négocié. Non, mais dès le jeudi soir, dans la nuit, arrive un ambassadeur de Moscou qui s'appelle Loukine et qui a d'ailleurs paraphé l'accord. D'accord. Ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là, c'est... il était à peu près 5 heures du soir, le vendredi, à Kiev, lorsque il y a eu le champagne et ils se sont serrés la main. Il y a eu l'accord politique intra-ukrainien. Donc on est le 21 février 2014. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Eh bien, il fallait, de la part des Européens, prendre ça. Ça s'appelle un téléphone portable. Il fallait appeler qui ? Il fallait appeler Vladimir Poutine. Il dire « Bonjour Vladimir, on n'est pas loin ». Alors il aurait répondu quoi ? « Oui, je vous ai vu à la télévision. Est-ce que tu nous invites à dîner ? C'est pas loin, Kiev de Moscou. Il y a, je sais pas, 1h30 d'avion. Si l'Allemand et le Français avaient demandé à aller dîner, je pense qu'on lui aurait répondu « Oui, venez dîner ». Et là, il aurait fallu lui dire 3 choses. Vladimir... premièrement, Sébastopol, ça sera toujours à toi, parce qu'il y avait la flotte russe. Alors, il y avait un contrat de location, etc., mais il était un peu inquiet. Deuxièmement, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN, et souviens-toi que nous avons, nous Allemands et nous Français, mis notre veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN lors du sommet de l'OTAN de Bucarest d'avril 2008, où tu as participé toi-même, Vladimir, donc tu le sais bien. Et troisièmement, évidemment que le russe continuera à être deuxième langue officielle, en tout cas dans les régions orientales de l'Ukraine, en même temps que l'ukrainien. Parce qu'évidemment, à l'est de l'Ukraine, et vous le savez bien, parce que vous y êtes allé, tout le monde parle russe, personne ne parle ukrainien, qui est une sorte de patois. Et donc, et là, il aurait évidemment accepté. Qui m'a dit qu'il aurait accepté ? Un de ses opposants ukrainiens les plus durs, mais qui est un oligarque qui le connaît, qui s'appelle Sergueï Tarouta, qui était mon ami, qui est l'ancien gouverneur du Donbass. C'est lui qui a défendu avec succès Mariupol en 2014. Et quand, après toutes ces histoires, il est venu en France en 2015, je l'ai invité à déjeuner, et je lui ai demandé si on avait dit ça, qu'est-ce qu'aurait répondu Poutine ? Il m'a dit il aurait pris le deal à 100%. Donc on a été... Donc, il faut voir que l'histoire... Négligent. On a été négligent. On a été négligent. Nous n'avons pas suivi les leçons du grand Kissinger, qui, lorsqu'il a fait le cessez-le-feu
entre les Israéliens et les Égyptiens. Il n'est pas revenu à Washington. Il a fait la diplomatie de la navette et il s'est assuré sur place que ce cessez-le-feu tenait. Le cessez-le-feu a tenu et ensuite vous avez eu l'initiative de Sadat égyptienne qui a ensuite amené à la paix. Mais l'initiative de Kissinger était très importante parce qu'il ne voulait pas d'humiliation, n'est-ce pas, de l'Égypte, puisque l'Égypte avait eu des premiers succès militaires, puis ensuite son armée, sa troisième armée avait été encerclée par Sharon dans le Sinaï, et donc il voulait une sorte de 15 partout, de manière à sauver la face des Égyptiens, évidemment des Israéliens, mais les Israéliens avaient vraiment gagné la guerre. Et c'est à cause de cette diplomatie de Kissinger que nous avons eu ensuite le mouvement possible de Sadat qui se rend à Jérusalem pour faire la paix avec les Juifs d'Israël. Et cette paix tient toujours aujourd'hui. Bien sûr. Alors, revenons sur Maïdan. Récemment, ça ne vous a pas échappé, dans une interview au journal Die Welt, Angela Merkel a dit que cet accord-là n'avait servi que finalement à gagner du temps pour que l'Ukraine... Ah non, alors, Angela Merkel ne parlait pas de cette... parce que là, il y a un accord, on avait négocié un accord... Là, c'est le premier Maïdan. Oui, c'est un accord intra-ukrainien. Oui. On parle ni de Donbass, ni de Crimée, etc. Mais c'est après que cet accord n'eut pas été respecté, puisque je vous dis que le lendemain, les Français, les Allemands et les Polonais s'étaient partis, et donc la Rada, le Parlement, a destitué Yanukovych, alors qu'elle n'a pas le pouvoir constitutionnel de destituer. C'est à partir de ce moment-là que les Russes on dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ils ne comprenaient pas, les Russes. Pendant tout le week-end, ils n'ont même pas compris ce qui se passait. Pourquoi est-ce que les Européens ne sont pas là à défendre leur propre travail ? Et c'est seulement le lundi suivant, et là, moi, j'étais à Kiev à cette époque, que Poutine convoque ce qu'on appelle les Siloviki, les hommes des ministères de force autour de lui, et dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là qu'il décide de faire un coup d'État en Crimée le jeudi qui suit, où on a un parti minoritaire dans la région autonome de Crimée, parce que la Crimée était une région autonome à l'intérieur de l'Ukraine, où un parti très minoritaire de ce Parlement a pris par la force, grâce aux soldats russes, en fait, le pouvoir dans ce Parlement pour demander un rattachement à la Fédération de Russie, enfin organiser un référendum, etc. Mais avant cela, il y a quand même eu un accord intrapolitique, et c'est cet accord-là que nous n'avons pas protégé. Alors ensuite, il y a eu toutes les affaires de la Crimée, c'est-à-dire que les Russes prennent la Crimée, mais sans effusion de sang, parce que les Ukrainiens, l'armée ukrainienne refuse, les Russes refusent de se tirer dessus. Et donc, il y a un référendum en Crimée, mi-mars, auquel j'ai assisté, où les gens, d'ailleurs, ne sont pas du tout obligés, contrairement à ce qu'on a dit, d'aller voter. Ils sont pro-russes en Crimée. Dans le Donbass, la situation est tout à fait différente. Ils sont beaucoup moins pro-russes dans le Donbass qu'ils le sont en Crimée. Et donc, la Crimée vote pour ce référendum pour devenir russe, et elle est rattachée à la Russie. Évidemment, l'Ukraine n'approuve pas. Donc, en droit international, il faut que les deux pays approuvent pour que ce soit valable. Mais c'est exactement ce qu'avaient fait les Occidentaux au Kosovo, c'est-à-dire que c'est les Kosovars qui ont approuvé, mais pas les Serbes, mais on a dit quand même ils sont indépendants. Voilà. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, ça a été... Et ensuite, plus tard, il va y avoir une action russe, et c'était décrit un peu dans le match du Kremlin,
dans le Donbass, au mois de mai et juin, et l'Ukraine, est-ce qu'il est tort ou pas, au lieu d'essayer de régler ça politiquement, envoie l'armée. Envoie l'armée, il y a la guerre, etc. Voilà. Et c'est après cela, une première défaite militaire ukrainienne en août 2014, une deuxième défaite militaire en janvier-février 2015, à Debaltseve, que il y a que le format Normandie, qui avait déjà commencé en juin 2014, fait les accords de Minsk II. Et ce sont ces accords-là qui n'ont pas été appliqués, que Merkel et Hollande dit on n'a pas vraiment essayé de les appliquer. Elle a eu tort parce que dans cette affaire, on peut dire que les Russes sont toujours menteurs et que les Européens ne tiennent jamais parole, quoi, parce que sinon il fallait pas. Et moi, je ne trouve pas ça un bon signe. Je n'approuve ni le mensonge de la Russie, ni le fait que des diplomates européens négocient avec l'intention déjà de ne pas tenir parole. Alors peut-être... oui. Alors là, on a parlé des diplomates russes, enfin on parle des diplomates russes, des pro-ukrainiens, enfin des hommes politiques ukrainiens, des diplomates européens. Il y a un acteur dont on n'a pas évoqué l'importance, ce sont les États-Unis. Vous pensez que les États-Unis, sur Minsk I, en tout cas sur ce premier accord, s'il avait été, si les protagonistes dont vous nous avez parlé avaient fait leur boulot, vous pensez vraiment que les Américains seraient satisfaits de... Alors, les États-Unis n'ont pas essayé de détruire l'accord, mais ça s'est passé très vite, qu'ont fait les Européens. Oui. Ils ne se sont pas mis... Non, j'ai cru, mais j'ai enquêté là-dessus. Ils n'ont pas appelé les trois dirigeants qui avaient signé avec Yanukovych en leur disant « Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise ?» Non. Il y a eu une intervention de Victoria Nuland à Maïdan, c'est-à-dire dès janvier et février, où les États-Unis prennent parti dans ce conflit inter-ukrainien, c'est un conflit politique, prennent parti pour les pro-européens, où on voit l'ambassadeur et même elle distribuer dans la foule des biscuits aux révoltés, aux insurgés contre le régime du président Yanukovych. On a aussi une conversation qui a été enregistrée d'elle où elle nomme quasiment le gouvernement ukrainien. On dit il faut prendre celui-là, celui-là. Elle donne des instructions à son ambassadeur et quand son ambassadeur lui dit mais est-ce qu'on pourrait peut-être consulter quand même les Européens là-dessus, sur ces nominations, elle dit fuck the Europeans, que les Européens, ils se faire foutre. Bon, très bien. Là, c'est quand même de l'ingérence. On n'est pas sûr que les États-Unis auraient beaucoup apprécié si les Russes avaient fait la même chose avec le gouvernement mexicain, par exemple. Bon, voilà. Ça laisse quand même, c'est quand même un état d'esprit. Est-ce que maintenant, ces accords-là, s'ils avaient pu tenir, est-ce que les Américains, in fine, à la longue, leur auraient donné une chance? Il y avait quand même une intention. C'est ça que je veux dire. S'il y avait eu les accords... Si vous voulez, tant qu'on reste dans la politique, et à Maïdan, on restait quand même dans la politique. Bon, il y a eu des morts, il y a eu de la répression, mais ça reste encore la politique. Et là, l'accord du 21 février 2014, c'est vraiment un accord politique entre trois leaders de formation politique. On n'est pas dans un cessez-le-feu, on n'est pas dans une guerre civile, on est dans un règlement interne. Il y a un accord politique, il se serre la main quand même. Il se serre la main, si vous voulez. Donc ça aurait été difficile de venir... Et là, après, sans doute, qu'il y aurait eu un gouvernement d'union nationale. Il y aurait eu... Alors, c'est là qu'on peut dire que, d'ailleurs, Poutine a fait une erreur. Parce que peut-être qu'après Maïdan, on aurait eu, lorsque Yanukovych aurait laissé le pouvoir, on aurait eu un président pro-européen, très bien. Mais le balancier serait revenu, si vous voulez. Et en fait, il a eu très peur, mais il n'a pas eu de patience, parce qu'en fait, il attendait les choses. Et aujourd'hui, le mauvais calcul de Poutine, c'est de s'être impliqué politiquement, plus militairement, quand même, en Crimée, et surtout dans le Donbass. Eh bien, aujourd'hui, il a perdu toute influence. Mais vous voyez ce que je veux dire? Avant d'intervenir, il en avait quand même une. Il y avait quand même des partis pro-russes
officiel En Ukraine. Ce qui s'appelait le Parti des régions, qui d'ailleurs, dans l'élection contre Zelensky, n'a pas fait un mauvais score. Il a fait 12%, mais ça existe. Oui, quoi. oui, c'est sûr. Moi, je pense que on peut peut-être comprendre que Poutine ait pris la Crimée, parce qu'il avait très peur de perdre le port de Sébastopol. Et pour les Russes, Sébastopol. Et d'ailleurs, politiquement, en politique intérieure, c'était très utile à Poutine, il était très populaire. Même l'opposant Navalny était pour la Crimée russe. Ouais. Mais en revanche, s'être laissé entraîner dans l'affaire du Donbass, alors qu'il avait dit qu'il n'avait aucunement l'intention d'ailleurs d'annexer le Donbass, etc., au départ, a été, à mon avis, une erreur stratégique. Qu'avait-il à gagner là-bas ? Il aurait pu très bien s'arrêter à la Crimée en disant, bon, écoutez, voilà, c'est 15 partout par rapport au Kosovo. Au Kosovo, vous avez fait un référendum qui n'est pas reconnu par les Serbes. Ben, voilà, nous, on a fait un référendum en Crimée qui n'est pas reconnu par les Ukrainiens. Maintenant, on revient à l'esprit d'Helsinki, les accords d'Helsinki de 1964. On ne touche plus aux frontières. Mais, à mon avis, il s'est laissé entraîner dans cette affaire du Donbass, qui, je l'ai écrit d'ailleurs, qui est, à mon avis, une erreur stratégique. Je vais vous dire pourquoi, parce que je ne vois pas du tout ce qu'il a gagné. Et surtout, l'état d'esprit, en fait, du Donbass, vous avez peut-être, effectivement, au Donbass, 20 ou 30% de gens qui étaient très pro-russes, très militants pro-russes. Mais la majorité de la population du Donbass, c'est pour ça d'ailleurs que Kharkov n'est pas tombé aux mains des rebelles, etc. Il n'y a que Lugansk et Donetsk, et avec le soutien des services russes, parce que la majorité de la population, autant elle n'était pas forcément pour Maïdan, pour le mouvement de Maïdan, mais elle se sentait ukrainienne. Il faut voir que ces gens étaient ukrainiens depuis 30 ans quand même. Ils avaient l'administration ukrainienne, etc. Ils étaient attachés à leur drapeau. Et donc, beaucoup ont fui ou se sont réfugiés en Russie, ça c'est les pro-russes, mais beaucoup aussi sont allés vers l'ouest, vers Kiev, etc., si vous voulez. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas marché, c'est pour ça que Mariupol n'est pas tombé en 2014 comme un fruit mûr. Pourquoi ? Parce que il y avait quand même une partie importante de la population de Mariupol, pas tous, il y avait, je dirais, une grosse minorité, 35% peut-être qui étaient pro-russes, mais les 2 autres tiers étaient plutôt pro-ukrainiens. Toute cette réflexion quand même interroge, parce que là, il me vient à l'esprit qu'en fait, c'est vrai aussi que ces 2 républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk n'ont été reconnues par les Russes que quelques semaines, une semaine, je crois, ou avant, ils avaient toujours refusé de les reconnaître. Tout à fait. Donc, il n'y avait pas un intérêt. Alors, dans ce cas-là, on se dit, pourquoi cette guerre ? Pourquoi être allé, selon vous, pourquoi Vladimir Poutine décide de déclencher cette guerre le 24 février. Alors c'est très... moi j'ai pensé, et j'ai même écrit d'ailleurs, parce que je croyais qu'il était un acteur rationnel, qu'il avait compris d'ailleurs l'erreur qu'avaient commis les Russes lorsqu'ils avaient envahi l'Afghanistan en 1980, que c'était tout à fait prévisible que les Ukrainiens allaient se défendre et résister, parce qu'en fait, les Ukrainiens et les Russes, c'est des peuples très valeureux, très combatifs, si vous voulez. C'est quand même un tout petit peu les mêmes. D'ailleurs, la fameuse section Pavlov, qui a résisté à Stalingrad pendant un mois face à une brigade allemande, elle est assez connue. Dans l'histoire de Stalingrad, il y avait 15 Russes, mais il y avait 8 Ukrainiens avec quelques Tadjiks. Voilà, donc c'était... Voilà. Ils ont très bien résisté. Bon, ils étaient très bien équipés et formés par les Américains, les Anglais et les Canadiens. Alors, parce qu'il avait l'impression d'être assiégé. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que son intérêt à lui, Poutine, était plutôt, pour moi, de développer les immenses étendues qu'il a à l'Est, c'est-à-dire la Sibérie, et continuer sa politique sibérienne. Je pense qu'il s'est braqué contre l'Ukraine. C'est un peu de la géopolitique, je dirais, à l'ancienne. C'est un officier du KGB formé à l'ancienne qui n'a jamais été intéressé par l'économie.
L'économie, ça a toujours ennuyé Poutine. Et il n'a pas vraiment compris que la richesse et la force de nation aujourd'hui, elle est avant tout économique, c'est les sociétés numériques, c'est les ingénieurs, etc. Et moi, personnellement, je m'inquiète sur l'avenir de la Russie avec toutes ces forces vives qui ont quitté la Russie. J'étais récemment dans le Golfe Persique, à Dubaï, à Abu Dhabi, partout. Vous avez beaucoup de Russes, quand même, qui investissent. Qui investissent et parce que Dubaï est devenu une plaque tournante économique comme Istanbul pour la Russie. C'est vraiment l'axe Moscou-Istanbul-Dubaï. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, je pense qu'il a joué un jeu de géopolitique à l'ancienne, où les territoires, c'est très important. Mais qu'est-ce que ça rapporte à Poutine d'avoir conquis Mariupol, qui est d'ailleurs complètement détruite. Ou Donetsk ou Lugansk. Mais ce qui est assez... Voilà, il a dit qu'il a attaqué parce que les autres allaient attaquer et essayer de reprendre le Donbass par la force. On n'a aucune preuve. Vous étiez là-bas, il y a eu beaucoup de journalistes. Personne n'a vu des rassemblements de troupes qui s'apprêtaient à reprendre le Donbass. J'en ai jamais entendu parler de ça. Il y a une réalité aujourd'hui. Ils se sont retirés de Kherson après l'avoir conquis de façon d'ailleurs un peu surprenante au tout début. Je pense qu'ils s'attendaient à avoir plus de résistance et ils ont pris cette ville. Ensuite, elle était indéfendable, probablement, donc ils en sont retirés. Aujourd'hui, il leur reste quoi? Une bande de l'oblast de Kherson, une partie de l'oblast de Zaporizhzhia, mais l'essentiel des combats a lieu dans le Donbass. Et les plus durs, en plus, et les plus âpres, notamment avec la question de Bakhmout. On se dit quand même, tout ça pour ça. C'est-à-dire que, pour la Russie... en revenu finalement, si la Russie avait mené ce combat le 24 février en disant nous allons défendre, nous allons bétonner le Donbass, la communauté internationale aurait dit c'est leur histoire le Donbass finalement. Et ils n'auraient pas eu toutes ces sanctions. Alors, quelle idée d'avoir essayé... Moi ça me fascine toujours. Pourquoi avoir essayé de tenter de conquérir Kiev, d'aller... Mon explication, alors, moi, je ne l'avais pas du tout prévu, puisque je pensais qu'il était rationnel. À part les services de renseignement américains, je crois qu'on est tous... Voilà. Alors, on a compris d'ailleurs que les services de renseignement américains, et ça a été très utile aux Ukrainiens, avaient percé tous les secrets de l'état-major russe. Voilà, ils ont bien fait leur boulot. Non, moi je pense que en fait Poutine, c'est un coup de poker et il n'imaginait pas une seconde. Premièrement que les Ukrainiens allaient tirer contre des Russes, puisque c'est vrai que l'armée ukrainienne n'avait pas du tout tiré contre les Russes en Crimée. Ça, j'avais vu ça. Et il a d'ailleurs à un moment appelé les généraux ukrainiens à le rejoindre, lui, Poutine. Voilà, bon. Et donc, il n'a pas du tout pensé, il s'est trompé, qu'il y avait ce sentiment fort, une vraie armée ukrainienne, une vraie envie de se défendre. Ça, c'est la première chose. Officier ukrainien qui, d'ailleurs, quand ils se parlent en russe. Évidemment. Dans le Donbass, on passe quasiment que russe. À Kharkov, on parle russe. Et Kharkov s'est défendu héroïquement contre l'armée russe. Bien sûr, il ne parle qu'en russe. Donc, Poutine ne pouvait pas imaginer ça. Et d'ailleurs, dans les pactages, les sacs à dos des parachutistes qui devaient prendre Kiev, on a retrouvé des costumes de parade. Parce qu'on leur a dit, voilà, vous allez prendre la ville, après vous allez faire la parade de la victoire. Voilà. Donc, il pensait qu'il allait prendre ça en 3-4 jours. Et il n'avait pas fait de plan B. Il n'avait pas... Et qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas, quoi. Et il n'avait pas fait ce plan B. Et donc, là, après, il s'est embourbé. Et maintenant, c'est presque devenu une question existentielle pour lui, pour son régime, si vous voulez, parce que c'est quand même, l'erreur est énorme. Il y a quand même, au bas mot, peut-être, je ne sais pas, moi, 100 000... on va dire 100 000 de chaque côté, quoi. Ouais, 100 000 de chaque côté. Globalement. Et ceux de l'autre côté, c'est les Ukrainiens, ça compte aussi pour les Russes, parce qu'il y a énormément de familles mixtes. Et c'est terrible. Et donc, c'est en allant sur place qu'on se rend compte de ça. Voilà. Les Ukrainiens pro-russes vous disent, mais on a de la famille. Et donc, c'est quand même... et donc, tout ça pour ça, comme vous l'avez dit, à mon avis... Poutine, sa place, est quand même, va être remise en cause. Enfin,
il a de la chance d'être bien protégé par une force spéciale, et parce que s'il perd la guerre, en tout cas, il y a un général qui va venir le buter au Kremlin, Oui, là, c'est sûr. Et on dit voilà. quelqu'un qui sera peut-être plus extrême. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette guerre, c'est qu'on a vu apparaître autour de Poutine des gens comme Prigogine, Medvedev, qu'on entend plus parler, des gens comme ça, Kirienko, qui ont émergé de ce conflit, alors qu'avant, c'était le tandem Lavrov-Poutine. Oui, mais alors Medvedev, il est carrément ridicule, parce qu'il est devenu extrémiste, alors que c'était le type qui était plutôt modéré. Qu'on te disait modéré, pro-occidental avant. Ouais. C'est celui, Medvedev, il a été d'ailleurs critiqué par Poutine pour ça. Medvedev, c'est celui qui s'abstient lorsque Sarkozy veut taper la Libye. Et donc ça lui est reproché après. Ça lui a été reproché par Poutine après. Tout à fait. De s'être abstenu. Mais donc, c'est un type du clan européen, et maintenant qui en fait plus, visiblement, pour se faire considérer en Russie. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'on ne voit pas Poutine être chassé du pouvoir, parce que quand même, il vient d'avoir un soutien, je réfléchis tout haut, là, un soutien quand même très important de la part de la Chine. Cela, quelques jours après qu'il eût été inculpé par la Cour pénale internationale. Alors, Cour pénale internationale, alors les Américains ont dit on va donner des preuves à la Cour pénale internationale. Tout en ne la reconnaissant pas. Mais ils ne la reconnaissent pas, alors voilà. Je sais pas à qui et il faut reconnaître que ce langage peut fonctionner dans les médias mainstream en Europe et aux États-Unis, mais ne fonctionne absolument pas en Afrique, où je suis allé récemment, ou même en Amérique latine, au Moyen-Orient, même au Moyen-Orient, et certainement pas non plus dans les pays asiatiques, parce qu'ils disent mais très bien, Poutine inculpé, pourquoi pas, mais est-ce que Tony Blair et W. Bush, est-ce que les Occidentaux, qui ont quand même détruit 2 pays du Moyen-Orient, 2 puissances pétrolières qui fonctionnaient quand même relativement normalement, qui sont l'Irak et la Libye, 2 opérations militaires non autorisées par les Nations Unies, comme d'ailleurs l'agression russe contre l'Ukraine n'est pas autorisée par les Nations Unies. Alors Sarkozy explique qu'il y avait un mandat en Libye, alors qu'en Irak, il n'y avait pas de mandat. Oui, alors voilà. Alors il y a un mandat de protection des populations civiles. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la destruction totale de l'État libyen... Et puis surtout, la chute du régime de Kadhafi n'était pas au programme. N'était pas du tout au programme, voilà. Et donc... les pays ont été détruits et ils se disent, les Africains disent, mais attendez, pourquoi est-ce que monsieur George W. Bush continue librement à jouer au golf et monsieur Blair et monsieur Sarkozy continue à faire des affaires. Voilà. Donc effectivement, il y a pour les pays ce que j'appelle le reste, c'est-à-dire pas l'Occident. Les Occidentaux suivent une politique de 2 poids, 2 mesures. Très bien. Juste une dernière remarque à propos du conflit ukrainien. J'avais eu une discussion assez franche avec un responsable à l'époque ukrainien pro-russe de Kherson, qui m'avait avoué, qui m'avait reconnu une chose, qui m'avait dit nos agents russes en Ukraine n'ont pas restitué à Poutine suffisamment l'effritement du sentiment pro-russe en Ukraine. J'avais trouvé ça très honnête de sa part, parce que ça expliquait les difficultés qu'ils avaient, notamment avec la guerre de partisans, extrêmement présente à Kherson au moment de l'occupation des Russes. C'est-à-dire que toutes les autorités se faisaient fumer les unes après les autres dans des attentats. Et il m'a dit, oui, le sentiment pro-russe n'est pas aussi fort qu'en 2014, et que depuis, la nation ukrainienne, et alors quand on va en Ukraine, c'est vrai qu'on voit quand même qu'au niveau de la jeunesse, au niveau de plein de composantes de la société, on a une société qui a quand même tendance un peu plus à aller vers l'Europe que vers la Russie. Mais bien sûr. Et ça, il ne l'a pas vu, je pense. Il ne l'a pas vu du tout. La grave erreur de Poutine, c'est pour ça qu'il risque quand même de se faire virer, mais sauf s'il est vraiment soutenu par les Chinois jusqu'au bout,
c'est d'avoir méconnu, effectivement, cet état d'esprit qui avait changé. Alors certes, évidemment, que Kiev est plus russe qu'américain, oui, d'accord, mais il y a un état d'esprit, il y a une population, et utiliser la force, c'est ça l'erreur, c'est d'utiliser la force. Poutine, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas compris ce que c'était que le soft power. Or, il a négligé le fait que la Russie avait un énorme soft power en Ukraine, puisque les gens, en fait, utilisaient le russe, qui était la langue de l'intelligentsia, si vous voulez. Première langue de Zelensky, d'ailleurs. Il aurait dû, au contraire, s'il avait dit « Ah, je ne me mêle pas de Maïdan, mes frères ukrainiens, arrêtez de vous tuer, etc. Mais je ne m'en mêle pas », il est tout à fait certain qu'il y aurait peut-être eu un gouvernement très pro-occidental au début, mais ce gouvernement très pro-occidental aurait été extrêmement corrompu, comme l'ont été tous les gouvernements à l'époque, et donc il y aurait eu un retour du balancier, un retour de balancier, et que peut-être on aurait eu ensuite, comme on a eu d'ailleurs, un président pro-russe élu démocratiquement. Donc en fait, c'est l'usage de la force qui n'a pas été admis. Les Ukrainiens lui ont dit dans leur meilleur russe, mais pour qui tu nous prends, quoi. Et c'est KGB, c'est école intervention Budapest, Prague. C'est cette vieille tendance soviétique. Cette vieille tendance soviétique, effectivement. On écrase avec les chars. On écrase avec les chars. Alors que on sait quand même que ça ne marche pas, puisque quand même les Russes ont compris d'ailleurs que les Tchèques n'étaient pas devenus pro-russes après 68. Au contraire. Et les Hongrois sont plus pro-russes parce que l'intervention en Hongrie, c'est 56, donc c'est plus ancien. C'est plus ancien, c'est vrai. Mais voilà qu'au contraire, l'usage de la force, les peuples sont fiers. Tous les peuples du monde sont fiers. Et donc, ils sont fiers, ils croient à leur indépendance, ils sont fiers de leur drapeau. Ils peuvent avoir des attirances, des amours. Alors, il y a, par exemple, je sais pas, moi, chez les Hollandais ou chez les Anglais, un grand amour pour l'Amérique, très bien, voilà. Mais les peuples sont fiers. Et donc, on pouvait avoir en Ukraine à une certaine époque un grand amour pour la Russie, évidemment, mais il ne faut pas provoquer cet amour par la force. Il faut laisser les peuples libres. Et c'est la grave erreur de Poutine, c'est de ne pas avoir utilisé son soft power, qui était quand même très fort. En plus, il avait réussi des deals incroyables avec l'Allemagne, il était très proche de l'Allemagne. Il y avait même, on parlait même d'une sorte de constitution d'un axe Paris-Berlin-Moscou, qui allait en plus devenir plus puissant après le départ des Anglais de l'Union européenne. Donc tout ça, Poutine l'a détruit. Pour quel gain? Pour avoir un Mariupol rasé? On le voit bien, hein, c'était ce qui rendait hystérique Donald Trump, qui disait on assure la sécurité de l'Allemagne, qui elle-même s'approvisionne aux 2/3 avec du gaz à pas cher, donc qui nous fait concurrence sur les bagnoles, sur plein de choses, et nous, on fait la sécurité de l'Allemagne. C'était le raisonnement de Trump, quand même. Et le Deutsche Qualität, il a été basé par rapport à ça. Alors, moi, je ne pense pas... on peut considérer que certains éléments, pas toute la politique, parce que l'Amérique est différente, mais certains, notamment Victoria Nuland et d'autres, certains éléments américains, ont effectivement, on peut dire, ont agité un chiffon rouge devant les Russes. Poutine n'était pas du tout obligé de tomber dans le piège. Mais je ne pense pas du tout à un complot. Ils sont pas capables de faire des complots comme ça pour attirer la Russie dans le pays. Il y a peut-être certains qui ont pensé à... il y a un vieux fond chez les Russes comme chez les Américains de dire le mano à mano, on va se retrouver, les 20 ans de guerre contre le djihad, Ben Laden, Baghdadi, c'était des ennemis, mais le vrai ennemi, il est là-bas et il faudra qu'on termine la guerre froide un peu. Oui, il y a... Moi, c'est quelque chose que j'ai senti à Washington quand j'étais correspondant. Il y a une plainte. Mais il faut quand même voir que George W. Bush est assez pro-Poutine. Et Obama n'est pas pro-Poutine, mais Obama remarque dans ses mémoires que Poutine n'arrête pas de lui redire, de se plaindre, etc. Et effectivement, les Occidentaux n'ont pas écouté et n'ont pas pris conscience
du discours de Poutine de février 2007, où il est vraiment mécontent de l'extension à l'Est de l'OTAN. C'est vrai quand on reprend des vidéos du sénateur Biden, qui dit lui-même, vous allez retrouver ça sur YouTube, en 1999, ça serait une provocation incroyable de prendre les États baltes dans l'OTAN. Donc lui-même considère qu'il ne faut pas reconnaître que ce serait... Non, mais George Kennan en 99, Kissinger, enfin, tout le monde l'a dit quelque part. Et donc c'est vrai que Poutine a fait une erreur contre le peuple russe, que ce n'est pas son intérêt, et que surtout il a perdu toute influence et tout soft power pour 50 ans en Ukraine. Parce que maintenant les Ukrainiens sont très anti-russes, ça c'est sûr. Même ceux qui parlent, et même tout en parlant russe, ils sont très anti-russes, ça c'est sûr. Ça, il a perdu tout soft power, toute influence en Ukraine, ça c'est certain. Mais c'est vrai aussi que sans doute que si on avait plus entendu Poutine, nous, Européens, nous, Occidentaux, nous aurions pu éviter cette guerre dont nous souffrons tous. Les Ukrainiens en premier, les Russes aussi en premier, mais dont nous souffrons tous. Et ce n'est pas du tout notre intérêt stratégique au long terme de voir les Russes dans les bras des Chinois. Notre intérêt stratégique, c'est d'avoir les Russes avec nous. Oui, c'est des peuples, puisque finalement, nous partageons quand même la même culture. Quand vous mettez de la musique dans votre voiture, vous mettez du Rachmaninov. Quand vous allez au théâtre, vous allez voir du Tchekhov. Et quand votre fils vous demande de lui conseiller un bon roman, vous lui conseillez les frères Karamazov, quoi. Donc, c'est vrai que de voir que nous sommes séparés pour je ne sais pas combien d'années de ce grand peuple ami qu'est la Russie, par la faute, je dirais, principale de Vladimir Poutine, mais aussi peut-être d'une diplomatie insuffisante de notre part, parce que c'est vrai que Poutine a une géopolitique à l'ancienne qui est mauvaise, et c'est vrai aussi qu'il est paranoïaque, mais une bonne diplomatie doit tenir compte des défauts du voisin. Bien sûr. Et ça, nous ne l'avons pas fait. Bien sûr. Merci Renaud Girard, c'était vraiment un plaisir. Aux auditeurs d'Omerta, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand entretien, et je vous souhaite une bonne soirée.